Bonjour et merci pour votre présence à cette conférence. Le lycée, comme chaque année, est heureux d'accueillir les rencontres philosophiques qui se déroulent sur l'agglomération d'Orléans depuis 5 ans maintenant, c'est ça? Voilà, et d'ailleurs on les a organisés il y a quelques années et ça change chaque année. Alors cette année, le thème c'est Sommes-nous tous bêtes, pensée animale. Donc comme vous le constatez, nos sociétés s'interrogent beaucoup sur l'animal. Le droit s'y est d'ailleurs lui-même s'est d'ailleurs lui-même penché sur la question. Au départ, l'animal n'était qu'un meuble, maintenant il est passé être sensible. Et nous avons, il y a quelques semaines, lancé en quelque sorte cette réflexion avec la venue de M. Hofbauer, qui nous a parlé, alors ça sera surtout traité dans la deuxième intervention d'ailleurs, de l'abattoir et de son association aussi, l'association L214. Alors en ce début d'après-midi, donc nous allons parler de toute autre chose, puisque M. Blanc va nous parler du travail d'une philosophe américaine qui s'appelle Martha Nussbaum, très connue, nous a-t-il dit, aux États-Unis, mais pas du tout connue en France, a priori, ce qui a l'air d'être un vrai problème, puisque sa pensée a été couronnée par de nombreux prix, et c'est quelqu'un qui fait avancer en quelque sorte la réflexion philosophique. En fait, dans la philosophie et la culture occidentale traditionnelle, il y a eu longtemps une représentation hiérarchique des êtres, avec l'humain qui essaie de s'élever au divin et de se détacher le plus possible des bêtes, et avec une vision assez anthropocentrique quand même de l'homme qui se pensait comme au centre de la création, avec un monde fait pour lui. Et l'idée que l'humain était zone, logos dikon, ça veut dire en gros l'humain, il lui était donné un privilège sous prétexte de parole. Et parallèlement, à l'heure actuelle, on interroge un peu, mais déjà depuis pas mal de temps, cette espèce d'immodestie ou de prétention humaine, de se considérer comme au-dessus d'une échelle, dans cette échelle des êtres, avec une supériorité sur les autres vivants, qui est un humain qui donne un peu les capacités à l'ensemble du vivant selon son avantage à lui, en décidant un peu, parfois assez arbitrairement des choses. Et on a pas mal revu cette notion de distinction de l'humain et de l'animal, en revalorisant l'animal, en reconnaissant des capacités cognitives aux animaux, dans le prolongement des sciences actuelles sur les animaux, c'est-à-dire l'éthologie, la biologie. Considère beaucoup plus que les animaux ont des capacités cognitives, qui sont des êtres sensibles, qui a peut-être même certains sens moraux chez les animaux, comme des sens de la justice, etc. Et du coup se pose beaucoup la question du droit. Droit des animaux, parce que pendant longtemps, dans le prolongement de Descartes, on a considéré une distinction, ou même d'Aristote, selon Aristote, donc le vivant était pensé selon une échelle des âmes, une distinction entre les animaux qui étaient renvoyés aux âmes sensitives et puis les hommes qui étaient du côté de l'âme rationnelle. On a une espèce de caricature du cartésianisme qui renvoie les animaux à des machines, donc l'idée d'animaux qui peuvent être considérés comme proches d'objets en tout cas. Et tout ça, on le revisite beaucoup en reconnaissant une sensibilité à l'animal. Sensibilité à l'animal qui donc pose beaucoup la question de son traitement et la question du droit animal. Autrement dit, par exemple Elisabeth de Fontenay qui intervenait ce matin disait que, contrairement à un philosophe qui s'appelle Heidegger, qui dit que seul l'homme a un monde, les choses n'ont pas de monde, les animaux sont pauvres en monde, les animaux vivent, l'homme existe, etc., puisqu'il peut s'inscrire dans une temporalité. Donc il y a beaucoup de courants de pensée qui revisitent ces notions-là, c'est-à-dire la possibilité pour des animaux d'être riches en monde, l'idée de la possibilité pour les animaux d'avoir une existence, d'avoir une histoire. Elisabeth de Fontenay parle de possibles biographies des animaux, en pensant, il y a des biographies des animaux autour de récits de vie des animaux. Donc la question se
pose de savoir dans quelle mesure les animaux peuvent... Alors, pendant longtemps, les animaux ont été considérés comme un bien meuble, c'est-à-dire une propriété sans droit, et puis de plus en plus, on s'interroge sur le statut, enfin, est-ce qu'il ne convient pas, pour limiter un petit peu le traitement violent quand même qui sont faits aux animaux, de consentir aux animaux certains droits. Et la question se pose alors de savoir est-ce que, et en considérant les animaux comme des sujets. Voilà, donc la question se pose, et ce qui me semble important d'aborder, c'est dans quelle mesure, même si les animaux, on a tendance à les considérer comme des sujets de droit, dans quelle mesure ces sujets de droit peuvent être, dans quelle mesure ces droits des animaux peuvent être considérés comme proches des droits humains. Et peut-être que, comme je pense Philippe Blanc va l'évoquer, il y a peut-être une nécessité de faire des distinctions dans les droits et de savoir quelle est la justice adéquate pour les animaux pour éviter quand même des amalgames entre les hommes et les animaux. Voilà. Alors Philippe Blanc est ancien professeur au lycée Grandmont de Tours, et il est co-responsable du DU d'éthique de la faculté de médecine de Tours, et je lui donne la parole avec beaucoup de plaisir. Je te remercie beaucoup, monsieur le proviseur, cet accueil fort agréable. Je suis heureux de retrouver quelques élèves que j'ai quittés depuis 1 an et demi, maintenant que je suis à la retraite, mais je continue effectivement à enseigner dans d'autres dispositifs, et en particulier dans ces DU, diplômes universitaires d'éthique, en général pour les professionnels de santé. Je sais que parmi vous, il y a des élèves qui se destinent peut-être à la profession médicale, paramédicale, l'Institut de formation des professionnels de santé, et la part de l'enseignement éthique et philosophique est ma foi très important dans ces formations. Et puis par la suite, ces professionnels qui sont déjà en poste, qui travaillent dans des institutions, comme ils doivent organiser des comités d'éthique, eh bien ils suivent cette formation en éthique. C'est un peu dans ce cadre-là, c'est ma spécialité, c'est un peu la philosophie morale, que je me suis intéressé à divers auteurs. J'ai rencontré cette personne extraordinaire, j'ai eu la chance de la rencontrer à Paris. C'est pour moi un moment très émouvant de rencontrer Martha Nussbaum, donc, qui est en fait une philosophe du droit et de la morale, on pourrait dire, mais surtout intéressée par les questions politiques et juridiques. Elle est plus dans le cadre, je dirais, justement de questions politiques. La question de la justice, pour elle, est une question politique. Comment organiser des institutions de telle sorte qu'elles puissent protéger les êtres humains, leur permettre de se développer. Bref, c'est ça sa problématique générale. Et c'est justement en réfléchissant aux droits de l'homme, en disant mais qu'est-ce qui pour un être humain est important dans la vie et qui mérite d'être protégé et développé, qu'elle va rencontrer aussi la question des animaux. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que les animaux soient en quelque sorte heureux, entre guillemets, si on peut dire, à la fois évidemment lutter contre des pratiques très violentes qui existent depuis longtemps, de maltraitance, mais pas seulement, des pratiques également visant à promouvoir leur bien-être. Et là simplement, comment dire de manière très générale, le fait de ne pas maltraiter un animal, c'est pas vraiment suffisant. S'abstenir de comportements violents, par exemple lorsqu'un animal est isolé, même si on n'a pas de comportement violent à son égard, c'est déjà une forme de maltraitance. La maltraitance commence déjà par le fait d'être indifférent à une situation. Donc s'intéresser aux animaux, à la manière dont ils vivent, eh bien c'est peut-être aussi une manière de comprendre comment on pourrait promouvoir leur bien-être au sens du développement des capacités ou peut-être même des talents parfois qui leur sont propres. Alors, bien sûr, pour commencer, ça a été évoqué dès le départ, on est, comme on dit, de plus en plus sensible, dit-on, enfin, c'est un peu une banalité de dire ça, mais c'est pas faux, de plus en plus sensible à la question du bien-être animal, au fait de ne pas maltraiter. On a eu ces fameux reportages qui nous ont tous bouleversés, vous savez, L214, enfin quand même, je veux dire, même si on n'est pas spécialement intéressé par l'animal, il y a quelque chose qui nous touche, parce que, justement, c'est une des difficultés de la question, parler du droit des animaux. Pour nous, c'est évident, les hommes, oui, tous les hommes naissent libres et égaux en droit, ça ne nous pose pas de problème, on est bien tous d'accord là-dessus. Mais les animaux, évidemment, entre déjà un chimpanzé et nous, évidemment, on se ressemble beaucoup, 99,9% de gènes, etc. Mais avec un ver de terre, enfin, c'est un peu différent quand même. Comment, on ne va pas dire qu'on est tous égaux en droit, et pourtant, on est sensible à la douleur animale, enfin, au fait que
les animaux puissent vivre, comment dire, en s'épanouissant, si on peut dire, hein, leur nature. Donc il y a bien, c'est très difficile comment penser le droit en dehors justement d'une forme d'égalité. C'est pas si facile parce que pour nous la justice c'est justement l'égalité, hein, et c'est ce problème que va essayer de résoudre. C'est pas un problème facile que va essayer de résoudre Martin Nussbaum. Alors c'est vrai qu'il y a déjà un point qui est important, c'est que on peut reconnaître déjà notre communauté quand même avec l'animal. Nous sommes aussi des êtres sensibles. C'est aussi pour ça que l'idée de droit de l'animal ne nous semble pas complètement absurde. Respecter les droits de l'homme, c'est aussi respecter, disons, des formes de sensibilité humaine. Il y a des choses qui peuvent nous faire mal, par exemple, tout autant qu'à l'animal. Donc il y a à la fois quelque chose de commun, évidemment, avec l'animal, pas question de le nier, mais également il y a des différences, et justement, comment intégrer toute cette question à la fois d'un commun et de différences infinies, entre nous et les animaux, et entre les animaux eux-mêmes, à l'intérieur de la sphère du droit, c'est-à-dire de ce qu'en anglais on appelle entitlement, c'est-à-dire le fait de déclarer qu'on a droit à ceci, à cela, etc. Voilà. C'est une question très difficile. Alors elle remonte très loin, cette question, puisque je peux vous citer un exemple d'ailleurs posant bien le problème. C'est en 1802, donc à l'époque du consulat de Bonaparte, Première République, eh bien on s'intéresse à la question déjà de la souffrance animale, et l'Institut de France, qui regroupe les académies, propose de rédiger avec des citoyens intéressés des mémoires sur ce qu'il faudrait faire pour protéger les animaux. Et la question qui surgit à ce moment-là, c'est de dire, est-ce qu'il faut légiférer là-dessus? Et en fait, la réponse est assez intéressante, c'est que les propositions faites par ces citoyens ne vont pas du tout dans le sens d'une législation. Ils disent, au fond, de toute façon, légiférer, ça ne sert pas à grand-chose. De toute façon, même s'il y a des lois, c'est bien connu, hein, les lois qu'on ne peut pas faire appliquer ne servent à rien. Ça ne servirait pas à grand-chose de faire des lois, parce que de toute façon, les gens continueraient à mal se comporter envers les animaux. Ce qu'il faut, c'est les éduquer. Il faut une éducation à la sensibilité, hein, comprendre que justement, les animaux ont quelque chose de semblable avec nous. Hein. Une éducation qui nous rendrait donc plus réceptifs à cette souffrance, donc, hein, ici. Et pour ces citoyens, donc, l'idée, c'est justement de ne pas chercher à imposer des lois qui ne fonctionnent pas, mais à changer les consciences, en quelque sorte. C'est ça l'idée, il faut changer les consciences. Bon, alors évidemment, changer les consciences, ça ne se fait pas, comment dire, on ne peut pas décréter de changer les consciences, ça met du temps, hein, c'est un processus lent et parfois qui n'est pas continu, il y a des retours en arrière, enfin bon, c'est pas si facile. Alors, le sentiment premier qu'il s'agirait de développer ou de promouvoir, ce serait la compassion, sentir que regarder un animal qui souffre, c'est quelque chose qui nous touche. Alors, ça nous touche pourquoi et ça c'est le point important, c'est que dans la compassion, c'est une analyse que fait aussi Martin Nussbaum qui est très intéressante, il dit, dans la compassion, il y a déjà un jugement sur la situation. On ne s'en rend pas forcément compte, hein, mais il y a un jugement implicite. D'abord, on juge que ce que subit la personne, au départ, on est sensible à nos proches, évidemment, peut-être, mais parfois, bizarrement, on peut être plus sensible, parfois, à la souffrance animale qu'à la souffrance humaine. C'est assez étrange, parfois, les émotions nous piègent un petit peu. Hein, on se demande parfois, il y a des choses qui nous touchent peu, et d'autres qui nous touchent très profondément, alors que pour d'autres, c'est l'inverse. Enfin, bon, c'est assez étonnant. C'est pour ça que les émotions, il faut toujours y faire un peu attention. Mais quand même, il y a quelque chose dans l'émotion qui est un guide. Je suis sensible à la souffrance de l'animal, par exemple, parce que je pense que ce qu'il subit est un préjudice grave. Vous voyez, on n'a pas de compassion pour quelqu'un qui s'est égratigné le petit doigt, hein, mais pour quelqu'un qui a eu un accident grave quand même. Hein, pour les animaux, c'est un peu pareil. Donc à la fois, on juge que le préjudice, si on peut dire, ce qu'il subit est grave, et également, on juge également qu'au fond, ça pourrait aussi nous arriver. Voilà. Hein, la compassion, c'est ce sentiment aussi d'identification. Même si on sait qu'à ce moment-là, c'est un peu un sentiment bizarre de se dire qu'on est un peu épargné dans la situation, hein, c'est toujours un peu ambivalent, mais on est sensible donc à cette souffrance parce qu'on sent qu'on pourrait aussi, en quelque sorte, être touché de la même manière. Ce qui montre bien, de ce point de vue, après tout, qu'il y a bien cette communauté, une sorte de communauté, il y a du commun entre l'animal et nous, semble-t-il, dont qu'il faut prendre en considération. Alors, ça, évidemment, Martin Nussbaum ne serait pas contre, elle est même pour l'idée
idée de développer des sentiments qui nous rapprochent des autres, pas seulement des animaux, si on peut dire, mais aussi des êtres humains, être sensible à la souffrance d'êtres humains qui nous sont très éloignés, par exemple. Voilà, pour elle, c'est une vertu, ici, de la compassion, une émotion démocratique qui fait lien avec les autres, qui nous fait nous identifier à eux. Mais est-ce que ça suffit pour la protection des animaux? Et c'est là qu'elle pense qu'il faut revenir justement dans la sphère du droit. Et pourquoi? Eh bien parce que la compassion, c'est un sentiment très noble, même s'il peut être en quelque sorte parfois conditionné. On peut être compatissant pour certaines personnes et pas d'autres, enfin bref. Mais c'est surtout parce que dans la compassion, on ne fait pas la différence entre un préjudice qui est, comment dire, sans cause imputable, et un préjudice qui est causé par quelqu'un. Par exemple, si des gens qui ont été victimes de tsunamis ou de catastrophes naturelles, on éprouve de la compassion, mais il n'y a pas de responsable de leur malheur, si vous voulez. Alors que pour les animaux, dans certaines situations, eh bien, ce sont les hommes qui sont responsables de leur malheur. Et c'est pour ça que la compassion, le sentiment même, on pourrait dire, d'humanité, entre guillemets, par rapport aux animaux, ne suffit pas, parce que ça ne permet pas de faire la différence entre une cause qui serait imputable à quelqu'un pour avoir fait du mal à un animal et quelque chose qu'on ne pourrait pas reprocher à la nature d'avoir fait. Lorsqu'un prédateur, je sais pas, vous savez, le lion qui attrape une gazelle ou un autre animal, il va lui faire extrêmement mal. Enfin, pour nous, c'est extrêmement violent, mais on ne peut pas accuser, si vous voulez, le lion, comment dire, de mauvais traitement. Ça n'aurait pas de sens. Donc, du coup, ici, Martin Nussbaum se dit il faut essayer d'intégrer justement cette dimension de la justice, parce que la compassion ne suffira pas à régler le problème. Les animaux, nous dit-elle, peuvent être victimes d'injustice de notre part. Alors, on pourrait dire, oui, dans ce cas-là, ça nous concerne nous et pas les animaux. Évidemment. Dire, de ce point de vue, par exemple, on peut accuser un être humain d'avoir un comportement injuste envers un animal, mais on a du mal à dire qu'un animal aurait un comportement injuste envers un autre animal. Pas dire que le lion est injuste par rapport au proie qu'il dévore. Mais c'est une question quand même assez compliquée, mine de rien. Donc du coup, comment essayer de traiter la question? Bon, c'est vrai que du point de vue de l'animal, la souffrance qu'il subit, par exemple, de la part d'un prédateur ou d'un expérimentateur qui fait sur lui, je ne sais pas, des expériences scientifiques, peut-être pour lui, ça ne fait pas de différence. Mais en tout cas, ça en fait bien une pour nous. Hein. On sait bien que dans un cas, c'est nous qui sommes responsables. Donc de ce point de vue, on peut légitimement parler d'injustice, selon Martha Nussbaum. Elle donne une définition, justement, d'injustice, ce que je trouve intéressant, qu'on peut remarquer. Hein. Elle dit qu'un acte est injuste si la créature, justement, elle se prend dans la créature, un homme, animal, etc., victime d'un préjudice, a le droit de ne pas être traité ainsi. De ce point de vue, dit-elle, il convient que ce droit fasse l'objet de spécifications particulières, que nous avons droit à certaines choses, hein, et puisse reposer sur un fondement qui lui donne sa légitimité. Lorsqu'on dit-elle, que la maltraitance animale est injuste, ça signifie, dit-elle, non seulement que ces actes sont mauvais de notre point de vue, mais aussi que ces actes sont injustes du point de vue des animaux eux-mêmes. Alors évidemment, on vient d'évoquer la difficulté. Hein. Comment les animaux pourraient-ils avoir conscience, même s'ils sont très développés? Il y a des animaux qui ont conscience peut-être proche de la nôtre, hein, c'est là-dessus des recherches là-dessus. Bon, hein, comment pourrait-il avoir conscience d'une injustice? A priori, les catégories de bien et de mal, de juste et d'injuste, ça concerne que les hommes et pas les animaux. Voilà. Et c'est pour ça, par exemple, le philosophe Kant, dont vous parlez peut-être dans vos cours, eh ben, lui, il pense que les mauvais traitements, quand les hommes infligent un mauvais traitement à un animal, eh bien, l'homme doit être condamné, non pas au nom du respect du droit de l'animal, puisqu'il n'a pas conscience de cette injustice, mais parce que l'homme s'est mal conduit. Hein, c'est en quelque sorte, l'homme a manqué à ses devoirs, c'était pas bien de faire ça. Donc on n'a pas condamné l'homme par rapport aux violations du droit de l'animal, mais parce qu'il s'est mal conduit moralement, c'était indigne de lui de faire un acte, comment dire, de maltraitance envers un animal. Voilà. Il est indigne de l'homme, dit Kant, qu'il fasse souffrir, de faire souffrir un être sensible. Donc du coup, si on veut intégrer l'animal dans la sphère du droit, eh ben, va falloir changer de perspective, en quelque sorte. Va falloir considérer peut-être l'animal et même l'homme d'un autre point de vue.
Si pour nous l'animal ne peut pas être intégré comme sujet de droit, c'est que justement il n'a pas de conscience, il n'a pas de raison. Donc dans ce cas-là, comment on va faire? Eh bien, il faut partir sur d'autres bases. Il faut partir sur d'autres bases et des bases qui sont communes à l'homme et à l'animal. Quelle est cette base? Pas compliqué, j'en ai un peu parlé déjà. La base, c'est la sensibilité. Nous sommes tous des êtres sensibles. Alors évidemment, à des degrés divers, évidemment, ça se mesure, la sensibilité, peut-être entre un insecte et un mammifère très, très évolué. Évidemment, le degré de sensibilité n'est pas le même. Bien sûr, mais quand même, il y a cette communauté, ici on peut dire, une étrange communauté, enfin une unité, mais des différences, une grande unité, nous sommes tous solidaires de ce règne animal par notre sensibilité, et il y a des degrés de sensibilité différents. Et sur cette question de la différence de degrés, vous allez voir, c'est assez intéressant, parce que du point de vue du droit, c'est là où le problème, si j'ose dire, va être un peu coton. Et puisqu'il n'y a pas à ce moment-là, on pourrait dire, d'égalité de sensibilité, comment on va faire? Elle a essayé de trouver une solution quand même, c'est ça qui est vraiment, c'est un défi intellectuel. Alors quelle est la perspective qu'elle va choisir? Juste pour, par exemple, les partisans du refus d'accorder le droit aux animaux en disant que seuls les hommes sont dans la sphère du droit, c'est par exemple le grand philosophe américain John Rawls, c'est un livre énorme qui s'appelle Théorie de la justice. Eh bien, il fait cette remarque, il dit, puisque le droit ne peut être fondé que sur la base d'un accord entre des êtres libres, égaux et indépendants, c'est-à-dire les hommes, eh bien, dit-il, nous n'avons pas besoin de rendre une stricte justice aux créatures qui sont dépourvues de ce sens, de la justice en l'occurrence. Même si la capacité qu'ont les animaux à éprouver du plaisir et de la douleur, ainsi que leur forme de vie, nous conduisent de toute évidence au devoir de compassion et d'humanité. Donc pour lui, évidemment, seule la compassion, l'humanité, on retrouve sur le premier point qu'on avait évoqué au début, vous voyez. Donc, quelle est cette autre perspective qui prend en considération cette communauté de sensibilité que nous avons avec les animaux? Eh bien, c'est une pensée peu connue en France, un peu dommage, parce qu'elle a une importance énorme sur le plan culturel et peut-être sur un plan très général. On appelle cette doctrine l'utilitarisme. C'est une doctrine philosophique qui s'est développée surtout à partir du XVIIe siècle, je dirais, XVIIe, XVIIIe en Angleterre, et qui est véritablement révolutionnaire. C'est une pensée, d'ailleurs on appelait ça un radicalisme philosophique, parce que ça allait très loin. Le premier représentant de cette école, qui va inspirer Martha Nussbaum pour dire en quel sens on peut dire que les animaux peuvent être sujets de droit, il s'appelle Jeremy Bentham, B-E-N-T-H-A-M. Jeremy Bentham, c'est le fondateur de cette école utilitariste. Et il a écrit un texte là-dessus absolument magnifique, je trouve, qui soulève des difficultés, je vais vous le lire, et vous allez repérer, je pense, des éléments qui à la fois vont vous toucher et d'autres que vous allez trouver un peu bizarres. Voilà. Mais on va y revenir. On va voir ce que dit ce très beau texte de Jeremy Bentham. Ce que nous proposons, dit-il, c'est d'étendre le domaine du bonheur partout où respire un être capable de le goûter. Et l'action d'une âme bienveillante n'est pas limitée à la race humaine. Le mot race à l'époque n'est pas bien, c'est le terme de l'époque, on l'utilise, on dirait peut-être l'espèce ou le genre humain, peu importe ici. Car si les animaux que nous appelons inférieurs n'ont aucun titre à notre sympathie, sur quoi s'appuieraient donc les titres de notre propre espèce? La chaîne de la vertu enserre la création tout entière. Tout entière. Le bien-être que nous pouvons attribuer en partage aux animaux est intimement lié à celui de l'espèce humaine. Il serait certes grandement à désirer que quelques moralistes bienfaisants prient les animaux sous sa protection et revendiquât leur droit à la protection des lois. Voilà, donc elle va se situer au départ dans cette perspective, mais comme vous allez voir, elle ne va pas la suivre parce que ça pose des problèmes que je vous expliquerai. Les animaux, non, il est vrai qu'une puissance limitée sur la sensibilité humaine, que peu de moyens de faire éprouver à l'injustice et à la cruauté le châtiment qui leur est dû. Bien sûr, ils ne peuvent pas revendiquer, lorsque un homme leur cause préjudice, une réparation, on voit bien, évidemment, la difficulté. Et encore moins de donner à l'homme, par la communication du plaisir, la récompense de son humanité et de ses bienfaits. Nous leur ôtons la vie, et en cela, nous sommes, écoutez bien, c'est peut-être le moment difficile, nous leur ôtons la vie, pour manger en particulier, et en cela, dit-il, nous sommes justifiables, parce que la somme de leur souffrance n'égale pas celle de nos jouissances. C'est une phrase très bizarre, on l'expliquera après. Le bien excède le mal, mais pourquoi donc, dit-il, les tourmenter? Pourquoi les torturer? Il serait difficile de dire par quelle raison ils seraient exclus de la protection des lois.
La véritable question est donc celle-ci, sont-ils susceptibles de souffrance? Peut-on leur communiquer du plaisir? Qui se chargera de tirer la ligne de démarcation qui sépare les degrés divers de la vie animale, en commençant par l'homme et descendant de proche en proche jusqu'à la plus humble créature capable de distinguer la souffrance de la jouissance? La distinction sera-t-elle établie par la faculté de raison, oui, c'est la distinction qu'on fait d'habitude entre l'homme et les animaux, par celle de la parole? La distinction. Mais le cheval, ces arguments sont intéressants, mais le cheval, un cheval ou un chien sont sans comparaison des êtres plus rationnels et des compagnons plus sociables qu'un enfant d'un jour, d'une semaine ou même d'un mois, et en admettant même qu'il en fût autrement, quelles conséquences en tirer? La vraie question n'est pas peuvent-ils raisonner, peuvent-ils parler, mais peuvent-ils souffrir? Voilà, c'est ça. Il faut partir de cette dimension de la sensibilité commune. Voilà, c'est ça qui va permettre d'intégrer l'animal dans la sphère du droit, hein, de manière, comment dire, satisfaisante. En tout cas, au début, Martin Nussbaum va s'apercevoir que la perspective utilitariste pose quand même des problèmes, et c'est pour ça qu'elle va inventer, elle, un nouveau système de droit, en quelque sorte, permettant de résoudre les questions qu'on va aborder maintenant. Donc, pour Bentham, hein, on y est, ce qui peut faire d'un être un sujet de droit, ce n'est pas la faculté de raison, mais la sensibilité. Alors, le problème, c'est que si, à l'idée d'un droit, hein, pour les animaux, qui serait fondé sur la considération de sa dignité en tant qu'être sensible, hein, qui recherche son propre bien, et pour lequel toute entrave constituerait une injustice, eh ben, ça peut soulever quelques difficultés, des grosses difficultés par rapport à la conception utilitariste qu'on vient d'évoquer. Je vais vous l'expliquer rapidement. Vous allez voir. Selon cette conception, l'utilitarisme, donc, la justice consiste fondamentalement dans l'accroissement du bonheur du plus grand nombre. Voilà, ce qui est juste, hein, on peut dire qu'une société est juste lorsque les dispositifs qu'elle met en place sur le plan économique, politique, juridique, eh bien ça accroît le plus grand bonheur du plus grand nombre. Qui c'est qui serait contre cette idée? Finalement, elle est plutôt sympathique, après tout. Hein, voilà. Bon. Seulement, le problème, c'est que si c'est l'accroissement du plus grand bonheur du plus grand nombre, et c'est peut-être ça où ça va devenir un peu compliqué, ça ne concerne pas uniquement les hommes. Si on dit que les animaux sont aussi des êtres sensibles, il faut que dans cet accroissement général, eh bien, la place des animaux soit en quelque sorte au même titre que celle des hommes. La doctrine utilitariste, on dit qu'elle est conséquentialiste, c'est-à-dire qu'elle s'intéresse essentiellement aux conséquences positives qu'une action va engendrer, et non pas simplement à l'intention. Ce qui compte, c'est le résultat. Hein. Dans ce qu'on fait, ce qui compte, c'est pas l'intention. Comme on dit, on peut avoir de très bonnes intentions mais qui n'aboutissent à rien. Et ce qui compte, c'est plutôt le résultat positif, et la valeur d'un acte se mesure à ses résultats. On serait intuitivement assez d'accord avec ça. La plupart d'entre nous, si on est content d'avoir fait une bonne action, c'est parce que, évidemment, on pense que ça a eu des effets positifs. On peut penser à toutes les bonnes actions potentielles qu'on pourrait faire. Si on n'en fait aucune, bon, pour nous, ça peut beaucoup de valeur. Donc du coup, hein, l'idée que nos actes aient des bonnes conséquences pour nous, c'est quelque chose qui nous paraît normal. Seulement, évidemment, on ne va pas plus loin que ça, alors que l'utilitarisme, lui, là, il va aller jusqu'au bout de ses conséquences, et c'est là où ça devient un peu chaud, si je veux dire, un peu problématique. Parce que ça veut dire que si on considère que ce qui compte, c'est l'accroissement du plus grand bonheur du plus grand nombre, bah, ça veut dire que parfois, dans certaines circonstances, on peut être amené à sacrifier, par exemple, certaines personnes, une personne au profit d'autres. Ce qui compte, c'est un résultat global. Vous voyez, c'est quand même problématique. Il y a un philosophe qui s'appelle Bernard Williams qui a raconté une histoire terrible là-dessus, l'histoire de Jim et des Indiens. Hein, c'est une histoire où les Indiens, les Anglais, un type de philosophie, on raconte des anecdotes comme ça, des expériences de pensée un peu délirantes peut-être, enfin pas complètement, comme ça, hein, qui nous font réfléchir. Par exemple, c'est l'histoire d'un reporter hein, qui visite un pays d'Amérique du Sud, et il tombe sur un groupe des militaires, des paramilitaires qui ont capturé des Indiens rebelles, je ne sais pas trop pourquoi, c'est pas l'importance, et le chef de ce groupe paramilitaire demande à Jim, il dit bah, écoute, puisque tu es un invité de marque, je te propose de faire une chose voilà, qui peut t'intéresser. Voilà. C'est si tu tues un des Indiens, ben, les autres auront la vie sauve. Voilà. Et on voit bien alors pourquoi il raconte cette histoire abominable, il peut arriver qu'il y ait des histoires moins abominables mais qui peuvent avoir la même structure, c'est que pour un utilitariste, par exemple, qui a été éduqué dans ces principes, eh ben, ça pose aucun problème. Il prend un revolver et boum, il tue un Indien. Ça pose pas de problème. Ça pose pas de problème. Si, ça pose un problème. Bon, hein, ça pose quand même un problème. On le ferait pas, bon,
Peut-être qu'on le ferait, je ne sais pas, j'en sais rien, mais en tout cas, ça, voilà, hein, on n'est pas bien, quoi. Ben justement, la force de l'utilitarisme, c'est qu'il nous apprendrait, dans ce genre de situation, à être parfaitement bien, si vous voulez, ça ne poserait aucun problème. Donc voilà, c'est un problème quand même important. Ce n'est pas l'individu qui importe, c'est l'état de fait qui est produit de manière générale. Or, justement, pour Martin Nussbaum, la question importante, c'est que si on prend en considération le droit, ça veut dire qu'il faut considérer que les animaux, comme les hommes, sont des individus. Le droit, ce qui compte, c'est le droit de l'individu. Ce n'est pas globalement qu'il faut considérer les choses. Deuxième problème posé par l'utilitarisme, c'est qu'il y a selon cette théorie, une homogénéité des plaisirs et des peines. On mesure simplement le plaisir, encore pas de jugement sur la valeur. Si vous préférez écouter de la musique classique ou regarder des vidéos, là, ce qui est important, c'est la quantité de plaisir qui va être obtenue, et puis c'est tout. Ici. Et donc ça ne tient pas compte de la pluralité des biens qui ne sont pas compensables. Je prends un exemple pour un animal en captivité, par exemple. Si un animal en captivité, la sécurité et la garantie alimentaire, effectivement, si en captivité on va le nourrir, il sera protégé, ça ne compensera pas la réduction de son espace de vie. Ou la séparation avec ses congénères. Ça, cette idée qu'on ne peut pas tout compenser. Voilà. Ce qu'a tendance à vouloir faire l'utilitarisme. Et de fait, d'ailleurs, si on peut en tirer une conséquence, c'est que si on se focalise uniquement sur les plaisirs ou les peines éprouvées par les animaux, par exemple en captivité, sans prendre en considération leurs conditions de vie, par exemple à l'état sauvage, ça conduit souvent à finalement accepter de continuer à les traiter de la même manière, parce que du coup, ces animaux, ils se sont adaptés. Et on a l'impression que finalement, ils sont très bien comme ça. Vous voyez. Alors du coup, Martha Nussbaum va chercher une autre approche que cette approche utilitariste. Elle a le mérite, évidemment, d'avoir mis le doigt sur quelque chose d'important, c'est cette idée de la communauté homme-animal basée sur la sensibilité. Ça, c'est le point qu'il faut garder. Mais on ne peut pas la garder comme théorie de la justice. Elle aboutit à des paradoxes ou des choses qui peuvent nous paraître à ce moment-là insupportables. Alors, comment proposer donc une solution qui prendrait au sérieux l'idée d'une vie digne d'être vécue pour l'animal, et qui serait, fondement et base des droits qu'on pourrait lui accorder ou lui déclarer ses droits. Voilà. Alors, c'est pas facile parce que si on veut prendre sérieusement la question au sérieux d'une vie digne d'être vécue pour l'animal, il faut prendre en considération la diversité de ces vies. Qu'on pense que l'animal a une vie digne d'être vécue, oui, mais entre la vie d'un animal très, développé, ou en tout cas d'un animal supérieur, on a tendance à dire, c'est pas la même chose, même si ça allait très loin, la vie d'un grand singe, celle, d'un cheval, d'une vache ou d'une poule, on peut dire, c'est une vie digne d'être vécue, mais qui n'a pas du tout la même forme, ils ne vivent pas de la même manière, c'est sûr. Donc comment on peut faire? Donc comment traduire l'accomplissement d'une vie pour les animaux différenciés en termes de droits? Pour les êtres humains, c'est plus facile, déclarer les droits de l'homme. Tous les hommes naissent libres et égaux en droit. Bien sûr, il y a une grande différence entre la vie des hommes et les cultures différentes, mais nous appartenons tous à la même espèce, en quelque sorte, et malgré les différences, on voit bien que ce qui compte pour un être humain, c'est souvent la même chose. Pour les animaux, c'est probablement très différent. Alors, la question, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir traduire ces formes de vie différenciées, et peut-être question subsidiaire mais importante, de quel droit on peut le faire? Parler à la place des animaux. Bon. Alors, deuxième point, de quel droit? Martha Nussbaum a une idée qui n'est pas inintéressante. Elle dit, au fond, dans la tradition qui consiste à dire que les animaux ne sont pas sujets de droit, mais que seuls les hommes le sont, c'est parce qu'on met ensemble deux questions, c'est qui fait la loi et pour qui on la fait. En fait, il faut les séparer de questions. Et qui fait la loi, et puis pour qui on la fait, c'est pas forcément les mêmes. Par exemple, il y a des personnes, en exemple, des personnes pour les enfants, les handicapés par exemple, des gens qui ont des handicaps intellectuels importants, évidemment, on fait aussi la loi pour eux. Alors évidemment, on peut comparer handicapé et l'animal, encore que pour les utilitaristes c'est faisable, mais ici on voit bien que ce n'est pas nécessairement ceux qui font, ceux qui font la loi ne la font pas uniquement pour eux, si on peut dire. Alors, quelle est la méthodologie qu'il faut adopter?
La méthodologie qu'elle va élaborer, Martin Nussbaum, elle l'appelle l'approche par les capabilités. Voilà, c'est ça l'originalité de ça. C'est un mot qui n'existe pas en français, hein, ça ne veut pas dire capacité, approche par les capabilités, hein, qu'elle veut substituer justement à la fois à la théorie du contrat social, comme on a vu, hein, qui n'accorde de droit qu'aux hommes, et à l'utilitarisme qui aboutit à des, des recommandations peu recommandables, si vous voulez. Voilà. Alors je viens vous parler maintenant de cette approche par les capabilités. Ça va jusque-là, vous continuerez. Qu'est-ce que c'est cette histoire d'approche par les capabilités qui l'a rendu célèbre? Au départ, ça ne concerne pas les animaux, ça concerne les êtres humains, son approche par les capabilités. Au fond, Martin Nussbaum a cherché une sorte de fondement solide de la justice pour les êtres humains. Elle a travaillé très longtemps dans un service des Nations Unies qui s'appelle Rapport sur le développement humain du programme de développement des Nations Unies, et elle a mis en place des procédures de discussion interculturelles, vous savez, entre des Européens, il y a des Amérindiens, des gens qui viennent de cultures très différentes, et elle leur a demandé de réfléchir à ce qui, finalement, constituerait pour eux une vie humaine digne d'être vécue. On voit bien, il y a des différences culturelles, enfin, à des tas de niveaux, dans les pratiques sociales, dans la nourriture, enfin, dans tout ce que vous voulez, dans le développement économique, mais est-ce qu'on pourrait s'entendre pour reconnaître, d'une manière, universelle, quelque chose qui constituerait une vie digne d'être vécue? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, chacun d'entre vous? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, en tant qu'individus, de s'accomplir en tant qu'être humain, de vivre humainement? De quoi a-t-on besoin? On a droit à quoi pour bien vivre, en quelque sorte? C'est ça qu'elle a fait. Et c'est un travail tout à fait étonnant, qui n'avait jamais été fait avant. Et au bout d'un certain temps de discussion, cette commission est arrivée à formuler 10 items, des caractères qui constitueraient une vie digne d'être vécue, au sens où justement la justice, ce serait de pouvoir garantir dans divers pays, quel que soit d'ailleurs leur développement économique, un niveau minimum d'accès à ces droits premiers. En fait, ce qu'elle voulait, c'était apporter une sorte de contribution, vous savez, à la Déclaration des droits de l'homme. C'est bien beau de dire les hommes sont tous dignes, mais c'est quoi vivre dignement, vous voyez? Donc elle va essayer de préciser, enfin c'est pas elle, elle fait le travail avec les autres, c'est pas... Donc dire qu'est-ce que c'est pour vous une vie digne de séquence. Alors peut-être pour le comprendre, peut-être qu'on pourrait à ce moment-là projeter cette liste, et alors pour vous annoncer un peu la suite des événements, qu'est-ce qu'elle a fait de cette liste? Alors au départ c'est pour l'être humain, et puis elle s'est posé la question toute bête de savoir si on pouvait l'étendre finalement aux animaux. Voilà son idée. D'accord? Ça paraît très simple et très naïf, mais en même temps, c'est vraiment le fruit de discussion. Et pour moi, ça n'a pas été facile de trouver la juste formulation. Tout simplement pourquoi? Parce que, compte tenu des différences culturelles, parfois, c'était difficile de trouver un accord sur certains points. Vous voyez? Par exemple, le premier item, c'est la vie. Pour nous, c'est quoi une vie digne d'être vécue? Pour chacun d'entre vous, et moi j'en fais partie aussi, c'est avoir la possibilité de vivre une vie suffisamment longue et digne d'être vécue, évidemment. Alors évidemment, parfois, on peut être victime d'un accident, d'une maladie, mais quand même, ça peut induire des systèmes de santé permettant, par exemple, de prolonger la vie. Vous voyez, des choses comme ça. La deuxième, d'avoir la possibilité de la santé physique, être capable de conserver une bonne santé. Là, quand on dit aux gens qu'est-ce qui est important pour vous dans la vie, tant qu'on a la santé, oui, évidemment, pour tout le monde. Que ce soit un Inuit ou nous, c'est pareil. L'intégrité physique, être capable de se mouvoir librement, être en sécurité, les sens, l'imagination et la pensée, ça fait partie évidemment de notre épanouissement, ici, être apte à percevoir, imaginer, raisonner, les émotions, très important, être capable d'attachement aux choses et aux gens, de vivre nos sentiments, voilà. Il y a des cultures dans lesquelles c'est moins facile que dans d'autres, par exemple, ici. La raison pratique, c'est un terme un peu compliqué ici, mais elle dit être apte à avoir une conception du bien, c'est-à-dire chacun a sa vision, par exemple, de ce que c'est qu'une vie accomplie. Ça peut être différent selon les pays, on n'a pas forcément la même idée, mais elle dit ce qui s'avance, c'est que, nous soit garantie la possibilité d'en avoir une, et surtout, comme elle dit, je trouve ça intéressant, ici, d'avoir une réflexion critique sur son plan de vie. C'est-à-dire que aussi, il faut garantir la possibilité que les gens aient de changer de vie, par exemple.
Vous voyez, qu'ils ne soient pas enfermés. Je pense par exemple, quand on est dans une communauté, on appartient à une communauté, on peut être très content d'y appartenir, puis parfois on peut avoir envie d'en sortir, si je veux dire, et de faire sa vie. Et bien là, ça doit être garanti, en quelque sorte, comme un droit fondamental de l'épanouissement humain. L'affiliation, ça veut dire c'est la vie sociale, on ne peut pas vivre en dehors de la relation avec les autres. Lorsque nous sommes coupés de nos semblables pour diverses raisons, c'est une souffrance, on peut comprendre ça. Les autres espèces, c'est-à-dire avoir des relations avec les autres, être capable de développer une attention et de vivre en relation avec les animaux, les plantes et le monde naturel. Vous voyez que ça prend particulièrement d'importance ici, et puis même par rapport au colloque de manière plus générale. Regardez, le jeu par exemple, chose qui est apparue, c'est étonnant de dire que le jeu c'est quelque chose d'important. Le jeu fait partie de notre épanouissement et que si effectivement nous sommes entravés là-dedans, c'est une sorte de mutilation de notre existence. Le contrôle de son environnement, être apte à participer aux choix politiques, c'est la dimension citoyenne. On veut, qu'est-ce que c'est que... Alors, il peut y avoir différents systèmes politiques, mais ce qui compte, c'est qu'on participe ici à la construction de notre environnement social et politique. Matériel, conserver sa propriété, travailler comme un être humain, reconnaître les autres, etc. etc. Voilà. Donc, c'est cet ensemble qu'elle appelle les capacités. Pourquoi elle garde le terme de capacité et de pas de capacité? Parce que capacité, ça veut dire qu'on peut les choisir ou pas. Vous voyez, il y a des gens, prenez par exemple, je donne un exemple ici, aux États-Unis, il y a par exemple la communauté des Amish, dont on parlait, et bien par exemple, eux, ils sont contre le droit de vote. Donc ils ont le droit de ne pas voter. Simplement, ils sont dans un pays où le droit de vote est en quelque sorte est accessible à tous. Libre à eux de ne pas l'utiliser en quelque sorte. Voilà, c'est comme ça qu'elle. C'est une libérale, donc elle dit chacun a le droit de choisir sa vie comme il l'entend. Alors, on garde en tête cette liste des capacités, et puis on va essayer de comprendre comment elle va trouver le moyen de la... ça nous paraît bizarre, mais peut-être de l'appliquer dans le champ de la justice pour les animaux. 5 minutes, mais je suis désolé, j'en ai encore pour 2-3 heures. Alors, peut-être 10 minutes parce qu'on a commencé un petit peu en retard, je pense. D'accord, ah, c'est 15h30. On a commencé à... Alors, ce que on fait... Je continue. Alors, je vais juste à ce moment-là vous parler directement, parce que évidemment il y avait des choses très intéressantes dont je ne pourrais pas vous parler maintenant, mais je vais vous parler directement de cette application, voir comment elle fait. Alors d'abord, une chose, et peut-être quand même il faut que je dise, parce que ça c'est important, rappelez-vous la question de l'égalité. On ne peut pas évidemment considérer, entre guillemets, sur un pied d'égalité toutes les existences animales, ça paraît un peu bizarre. Donc en fait, ce qu'elle dit, c'est que respecter le droit des animaux, c'est respecter le mode de vie, et ça c'est une idée intéressante, qui est adéquat à leur espèce. Autrement dit, quand on parle des animaux, bien sûr c'est en tant qu'individu qu'il faut promouvoir leur bien-être, mais ce bien-être il est lié intimement à une appartenance spécifique. Le bien-être d'un mammifère n'est pas forcément celui d'un oiseau, je ne sais pas, d'un poisson, enfin bref. Autrement dit, ici, il faut essayer de dire une vie d'animal, la vie animale est digne d'être vécue si elle est adéquate au mode de vie de son espèce. Voilà. Alors, on va reprendre les items, vous allez voir comment elle reprend les choses. Le droit à la vie. Et là, c'est quand même un problème sur le droit des animaux. Elle dit qu'on peut penser que l'élimination de créatures dangereuses pour la santé des hommes et la préservation des cultures n'est pas contraire à la justice. Pour les animaux dont le niveau de sensibilité est élevé, leur droit à la vie doit être protégé contre certains usages, en particulier sportifs ou culturels, je sais pas, comme la corrida par exemple, ou économiques, comme l'industrie du luxe, les animaux. Voilà. Et donc promouvoir par là même une prise de conscience progressive de la nécessité de s'abstenir de tuer des animaux pour se nourrir. Autrement dit, elle n'est pas forcément contre le fait qu'on utilise des animaux pour se nourrir, mais il faut prendre conscience justement de la souffrance animale, peut-être utiliser d'abord des animaux qui seraient moins sensibles. Vous voyez, elle dit qu'il faut y aller progressivement, en quelque sorte. C'est un peu son idée. Le droit à la santé, elle parle ici des conditions d'élevage, ici. Et elle dit que le modèle dont il faudrait s'inspirer, c'est la manière dont on s'occupe des animaux de compagnie. Pour le transférer après. Alors ça, ce serait peut-être... Là, il y aurait des... Là, je soulève des points peut-être de discussion qui pourraient être... L'intégrité physique, eh bien, on doit considérer comme attentatoire toute pratique de mutilation. Par exemple, aux États-Unis, il y a le dégriffage des chats qui est autorisé, ce que je ne savais pas.
des gens qui ne veulent pas que les chats abîment leur canapé ou leur tapisserie. Ils font dégriffer les chats, ce qui est terrible pour l'animal est complètement perturbé. Enfin, c'est interdit en France. Alors, jouir de ses capacités sensorielles et perceptives, les aptitudes émotionnelles aussi. Les animaux, on disait qu'il ne faut pas, par exemple, séparer les petits ou quand ils vivent en communauté. C'est un attentatoire à leur vie émotionnelle. La raison pratique, bien sûr, les animaux, ils ne peuvent pas choisir un mode d'existence, hein, bien sûr, ici. Mais quand même, on peut quand même penser que les animaux auraient, entre guillemets, une préférence pour le mode de vie qui correspondrait le mieux à la satisfaction de leurs besoins et à l'épanouissement de leurs caractéristiques. L'affiliation aussi, on comprend très bien ici qu'on doit permettre aux animaux de vivre dans leur société, bien que ça pose certains problèmes, parce qu'il y a des sociétés animales, si on peut dire, dans lesquelles il y a des formes de violence, par exemple. Des groupes dans lesquels, selon la loi de la nature, eh bien, on va éliminer, enfin voilà. Là, je suis obligé de passer très vite, puisque malheureusement, on va très très vite. Le droit de jouer, bien sûr, voilà. Alors, peut-être, il reste encore du temps ou pas du tout? On veut quand même aussi libérer du temps pour les échanges. Ouais, d'accord. Alors, on a toute cette situation qui s'est amusante, mais... Ah, d'accord, alors j'ai juste deux choses à vous dire, parce que ça va peut-être lancer le débat. Il y a quand même un problème de conflit. Voilà, le conflit entre que les utilitaristes, eux, ils résolvaient en disant on regarde le résultat global. Voilà. Maintenant, il peut y avoir un conflit entre les hommes et les animaux. Je vais peut-être finir là-dessus, et là, peut-être on pourra soulever des questions. Il y a des critiques qui ont été adressées à Martin Laszlo, j'en ai quelques-unes sous la main, si ça vous intéresse, on pourra en parler. Donc, conflit non résolu entre le bien-être humain et le bien-être animal, c'est la question, par exemple, de l'expérimentation animale. Alors, sur ce point, évidemment, il est difficile d'éliminer, dit-elle, cette dimension tragique. Et donc, elle dit qu'il faut évidemment des protocoles d'expérimentation dans lesquels l'utilisation de l'animal reste le dernier recours. D'ailleurs, ça existe déjà. Hein. Je vais vous donner un exemple, un protocole qui a été pour étudier les effets du gel sur les membres, sur les membres. Donc, on a choisi de geler des pattes de lapin. Et la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on gèle la patte d'un lapin, ou est-ce qu'on gèle la patte d'un lapin ou les 4 pattes d'un lapin? Oui, mais ça paraît tout bête. Si on gèle les 4 pattes, le lapin il meurt. Si on gèle une patte, il peut continuer à vivre. C'est voilà, ce genre de situation. Voilà. Donc, effectivement, voilà son idée, hein, d'essayer de constituer ces droits de l'animal sur la base de la sensibilité et de la différenciation. Parce qu'il faut faire très attention à quelque chose d'important, c'est de vouloir animaliser l'homme ou humaniser l'animal. Juste une anecdote pour finir, et je m'arrête là. En 1732, en Angleterre, le public s'était pressé dans un café de Londres pour observer une femelle chimpanzé, qu'on décrivait dans les journaux comme très douce, marchant naturellement, se servant de ses mains pour manger et boire une tasse de thé. On l'avait même habillée avec une robe de soie fine, et les gens venaient la voir. On disait qu'elle possédait un sens inné de la pudeur. Et l'historienne qui raconte l'anecdote nous dit « Oui, mais à la même époque, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, il y a un processus d'exclusion d'une partie de l'humanité. Dans un même mouvement, on va annuler la différence entre l'homme et l'animal et fragmenter l'unité du genre humain. Les comportements, pas seulement les comportements, mais les théories racistes vont commencer à se développer. Vous voyez, donc je voudrais finir là-dessus, c'est une anecdote qui nous fait réfléchir, je crois, à respecter l'animal, c'est bien aussi à respecter ses différences. Voilà, merci. On ouvre donc la parole à vous, à vos questions. C'est vrai qu'il y a toujours un petit temps de digestion, d'un propos, donc c'est pour ça aussi d'avoir un peu de temps pour échanger. Si vous voulez, je peux vous parler des critiques qu'on a fait à Martin Laszlo aussi, ça vous intéresse. Oui. Alors il y a un philosophe hollandais, jeune philosophe hollandais, qui lui a adressé un certain nombre de critiques. Alors peut-être peut nous faire réfléchir aussi, parce que c'est vrai que, comment dire, on peut penser, quand on intègre quelque chose, ça met du temps à dire oui, mais là-dessus, je suis
peut-être pas complètement d'accord avec ça. Donc voilà, je trouve que ça permet peut-être d'aller un peu plus vite, disons. C'est un monsieur qui s'appelle Anders Schinkel, qui a fait un article sur Martin Nussbaum, sur le droit des animaux. Alors je vais juste, ce qui est intéressant, c'est des critiques internes, c'est-à-dire il pense qu'il y a des incohérences dans ce qu'elle dit, il y a des choses qui... Voilà. Alors quelles sont-elles? Quelques-unes, on ne va pas tout dire, mais il y a des choses intéressantes. Voilà. Il pense par exemple que si on considère les animaux comme des individus, et bien par exemple, elle considère, Martin Nussbaum, que pour, comment dire, dans l'équilibre de la nature, on peut se livrer à des prélèvements, par exemple, pour éviter la prolifération d'espèces, hein, ou de stérilisation. On est plus favorable à la stérilisation, bien sûr, qu'à le prélèvement des chasseurs qui vont tuer, on réintroduit des prédateurs pour retrouver un équilibre naturel. Dans ce cas-là, c'est plus l'individu qui est considéré. De plus, dit-il, si on considère que l'existence animale possède une dignité, il dit comment est-ce qu'on peut justifier l'élevage, parce que dans l'élevage, on utilise les animaux comme des moyens, et pas simplement pour leur épanouissement, si j'ose dire. Voilà. Même si peut-être ils s'épanouissent pendant le temps où ils sont dignes, enfin pendant le temps où ils sont avant d'être tués, et ben, bon, ils peuvent finir à l'abattoir. C'est l'idée, par exemple, Anders dit ils ont le droit de développer toute leur potentialité jusqu'à ce qu'on les mange. Bon, c'est un peu l'argument d'Anders. L'argument de Nussbaum ici pour Henry, elle dit de toute façon les animaux n'ont pas conscience en quelque sorte de leur futur. Donc du coup, c'est pas une mutilation que de les tuer. C'est nous évidemment, la perspective de la mort, c'est ce qui couperait nos projets. Par exemple, pour un animal, il vit au présent, par exemple. Mais oui, mais enfin, en même temps, au présent, par exemple, elle nous dit qu'il y a des animaux qui peuvent développer des talents ou des excellences, comme courir pour un cheval, etc. Bon, d'accord, dans ce cas-là, c'est bien au présent qu'il le vit, mais si on le tue avant, ça ne va pas le faire. Donc pour elle, c'est une difficulté. Voilà. Les animaux d'élevage ont droit aux capacités de leur espèce, point de suspension, jusqu'à ce qu'on les bouffe. Voilà, ça c'est la critique de Anders. Voilà. Alors, et puis une dernière que je peux vous donner, c'est sur la question des choix tragiques, sur le fait, par exemple, dans l'expérimentation animale. Alors, la définition de Martin Nussbaum, c'est de dire une situation est tragique lorsque le choix effectué dans une alternative entraîne nécessairement des dommages pour l'une ou l'autre partie. Voilà, c'est ça une situation tragique, c'est que de toute façon, quelle que soit la décision qu'on prend, ça sera négatif d'un côté comme de l'autre. Mais dans ce cas, d'un côté comme de l'autre, ça veut dire qu'il y a une sorte d'égalité, si vous voulez. Mais dans le rapport avec l'animal, c'est toujours l'animal qui paye finalement, quand même. Donc il n'y a pas véritablement de symétrie. Voilà. Et donc du coup, il dit, elle pousse quand même à avoir une sorte de dissociation morale, dit-il, entre ceux qui sont très sensibles à la situation des animaux et puis ceux qui justement vont pouvoir dépasser cette sensibilité, accéder à une forme d'insensibilité pour pouvoir les tuer ou faire des expériences dessus. Et là-dessus, d'ailleurs, il va très loin, puisqu'il donne un argument en disant c'est un peu analogue, pour faire attention évidemment à l'argument, à cette dissociation morale qu'il y avait chez les nazis, par exemple, dans les camps de la mort, où ils étaient très sensibles à la souffrance de leurs proches, mais évidemment totalement insensibles à la souffrance de leurs victimes. Il y a quelque chose un peu analogue là-dedans, dit-il. Voilà. Donc voilà, c'est juste ces critiques un peu pour nourrir votre réflexion. Il y en a d'autres probablement encore auxquelles vous pourriez penser. J'attends le micro. Je me permets de poser une question là, parce que enfin voilà, il n'y avait pas une forêt de doigts qui se levait. C'était une question un petit peu technique, je ne comprenais pas là. C'était sur le terme de capacité. Je ne comprends pas en fait la caractérisation que vous avez donnée là, donc on pourrait être capable de les choisir ou pas, la vie comme capacité. Enfin oui, on peut se donner la mort. Bon, enfin voilà, je comprenais pas. Et du coup, je pensais que c'était important de mieux préciser c'est quoi la différence entre une capacité et une capacité. Pourquoi il faut utiliser un mot nouveau voilà. Oui, en fait, c'est le terme qu'elle utilise de capacité. C'est pas elle qui l'a inventé, en fait. C'est l'économiste Amartya Sen
qui d'ailleurs a été son compagnon pendant un certain temps. Donc c'est sur dans le domaine économique, le concept de capabilité chez Amartya Sen consistait à dire que en fait la justice n'était pas simplement une juste répartition des ressources, mais une juste répartition des possibilités qu'on avait avec ces ressources. Par exemple, que quelqu'un, un handicapé par exemple, pouvait avoir des ressources très importantes, mais s'il n'avait pas d'accessibilité, par exemple, pour sa mobilité ou autre, par exemple, ou d'accessibilité à certains métiers, là, ça ne servait à rien. Donc au départ, c'est cette idée ici, c'est-à-dire c'est pas des capacités en tant que telles, c'est que l'individu puisse avoir des choix de vie, disons, dans un cas qui lui offre ces possibilités. Donc du coup, elle, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a voulu, décliner, si on peut dire, un ensemble de droits fondamentaux définis, non pas comme des capacités. Alors, son idée ici est intéressante, parce que ce n'est pas des capacités naturelles, parce que nous sommes des êtres humains, elle n'est pas. Alors, ça, c'est la référence philosophique. À Aristote, nous avons une nature. Et bien, elle dit non, on n'a pas de nature, les hommes font des choix de vie. Et c'est pour ça qu'elle n'utilise pas le terme de capacité comme quelque chose qu'on aurait naturellement, mais de capacité comme, comment dire, ce qui fait qu'un environnement nous donne des possibilités de choix de vie, que chacun puisse adopter. Alors c'est vrai que quand on lit, vous avez le pouvoir choisir de vie, on peut choisir aussi de mourir aussi. Enfin après tout, c'est pas une question sans intérêt, surtout maintenant, avec les questions de fin de vie par exemple, c'est pas forcément sans signification. Et c'est un peu ça, l'idée, c'est une libérale, comme on dit ici, c'est de dire, il faut, quel que soit... C'est pour ça que quand on lit les capacités, ça paraît à la fois très simple et très vague, parce que justement, elle ne veut pas définir, comment dire, des modes de vie particuliers. Là, c'est un peu ça, l'idée, si j'ai bien compris sa pensée, je crois ici, c'est de préserver cette dimension du choix de vie, l'idée d'un choix de vie, on doit respecter. Je vais vous donner un exemple. Tiens, par exemple, c'est l'exemple qu'elle donne pour les femmes qui vivent dans des pays comme l'Inde, par exemple. Certaines femmes qui vivaient sous la domination de leur mari, eh bien, ont décidé, par exemple, c'est pas facile dans ce pays de divorcer et de vivre économiquement. Elles n'ont pas du tout les mêmes droits que chez nous. Donc, elles sont constituées en communauté pour pouvoir vivre, subvenir à leurs besoins économiquement. Mais parfois, certaines femmes ont décidé de revenir avec leur mari. Est-ce qu'on doit respecter ce choix? Vous voyez, c'est une difficulté. Alors Martin Nussbaum dit oui, on doit le respecter à partir du moment où la personne ne va pas condamner le choix antérieur qu'elle a fait. Elle ne va pas dire je veux que toutes les femmes retournent chez leur mari. Vous voyez? C'est une question délicate, ça veut dire qu'il ne faut pas imposer un modèle de pensée. Si la personne le fait, c'est qu'elle est libre de le faire. Dans un monde où ces choix sont offerts, il doit être possible, comme la capacité numéro 6, ou 5, je ne sais plus, la capacité de critiquer son propre. On a fait un choix, on peut revenir, voilà, la vie humaine est ainsi faite. Mais on doit garantir le fait que ce retour aussi se fasse sous certaines protections, par exemple, ou des choses comme ça. C'est ce qu'on appelle, il y a des préférences régressives parfois. Sur la question justement de la mise à mort des animaux, en fait, effectivement, tu es revenu dessus, puisque c'est des objections qui... Enfin, je pensais déjà à cette question avant que tu évoques les objections qui ont été faites à Martin Nussbaum. Dans quelle mesure, en fait, cette défense de la cause animale, elle est vraiment compatible avec la mise à mort des animaux? Est-ce que tu peux préciser un petit peu ça, parce que c'est un point, à mon avis, décisif qui fait que cette théorie peut entrer en conflit, par exemple, avec l'animalisme, qui va au contraire exclure, les formes les plus radicales de l'animalisme, qui vont exclure toute mise à mort de l'animal. Alors oui, c'est une question pour elle qui est d'abord, comment dire, elle dit, par rapport aux droits des animaux, il faut éviter d'avoir une position qu'on appelle métaphysique. J'explique, c'est-à-dire, chacun peut avoir des croyances concernant l'animal. Par exemple, la plupart d'entre nous, on croit qu'on n'est pas des animaux, par exemple, on pense plutôt qu'il y a une différence. Il y a d'autres pays dans lesquels on pense qu'il y a une unité. Pays dans lesquels on croit en la réincarnation, pour qui le lien avec l'animal n'est pas du tout le même que le nôtre. Or, la question que se pose Martin Nussbaum, c'est qu'il faut trouver un accord, à la fois dans ces pays, mais aussi au niveau international, c'est sa démarche, vous voyez, dans les capacités où elle fait discuter diverses cultures, pour que tout le monde se mette d'accord. Donc, c'est-à-dire, effectivement, il y a des pays qui traitent les animaux d'une certaine manière, d'autres qui les traitent différemment. Moi, je me rappelle, mon père, ce souvenir qui disait sur l'Inde, quand il voyait des gens faméliques qui ne mangeaient pas à leur faim et qu'on voyait des vaches se promener, mais qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi est-ce qu'ils ne bouffent pas leurs vaches? Enfin, voilà. Donc, il y a bien ces différences, il faut à la fois les comprendre, les respecter, et
comment dire, trouver une sorte de consensus d'accord international minimal. C'est ça son idée. Elle se situe sur le plan politique. Parce qu'elle dit, si on prend une position métaphysique, on ne va pas s'en sortir, on ne sera jamais d'accord. Et ça ne réglera pas le problème. Donc elle est bien dans une démarche un peu progressive. Et il faut y aller doucement, quoi. Voilà, même si elle n'est pas opposée à la question, par exemple, d'abandonner progressivement la nourriture animale. Voilà, en disant, par exemple, on pourrait commencer par manger des animaux qui ont un degré de sensibilité moindre, par exemple, et essayer de trouver des solutions, comme ça, je dirais, c'est pas... voilà. Elle n'est pas... simplement, effectivement, c'est une situation difficile, hein, je dis pas... moi aussi, j'aime bien manger du foie gras, etc. Il y a une culture, ça mettra du temps, quoi, pourquoi pas, hein. Mais le risque d'une position surplombante et moralisatrice, c'est ça que j'aime bien dans sa démarche, c'est que c'est pas une position morale, c'est pas bien, non, on essaie de trouver un accord, qu'on soit d'accord pour permettre à l'animal de vivre le mieux possible, etc. Ouais, de sortir de la logique du tout ou rien. Oui, c'est ça, je crois. C'est un peu les risques souvent des mouvements extrémistes, encore que, il faut dire que les mouvements extrémistes, parfois, alors c'est à double tranchant, parce que parfois ils font évoluer les consciences, dans certains cas. C'est vrai, parfois, pas toujours. Je voulais savoir comment mesurer la sensibilité d'un animal. Ah oui, ça c'est vraiment une très bonne question. Parce que les utilitaristes, ils se disent bien qu'il y a des degrés, hein, mais ils se gardent bien, évidemment, d'expliquer la nature de ces degrés. Alors il y a peut-être des instruments de mesure. Nous, on a des degrés de mesure de la douleur, mais évidemment, ça suppose qu'à l'hôpital, on nous dit vous avez mal, dites-nous sur une échelle de 1 à 10. Et pour l'animal, c'est extrêmement difficile. D'autant que, et là votre argument est très juste parce que ça pose un vrai problème, c'est que la sensibilité animale, pour la mesurer, comme ils n'ont pas du tout les mêmes manières de percevoir que nous, par exemple un chien qui perçoit des odeurs alors que nous non, par exemple, c'est très très difficile d'évaluer. Effectivement, ça c'est quelque chose qui à prendre en considération. Peut-être on connaît. Alors peut-être il y a une solution, c'est d'approfondir les connaissances. Souvent il y a des spécialistes du comportement animal qui comprennent très bien, par exemple, peut-être pas au niveau du degré de sensibilité, mais qu'est-ce qui est important pour un animal. Moi j'avais compris ça en voyant un dresseur qui expliquait que on a tendance à penser que pour nous, par exemple, ce qui est important pour l'animal, ce serait de manger. Eh ben non, le fauve, pour lui, enfin pour d'autres aussi, ce qui est important, c'est la sécurité. Il ne mangera pas tant qu'il ne se sentira pas en sécurité. Donc je pense qu'il y a des possibilités d'analyser, de comprendre le comportement animal, même si c'est extrêmement difficile à cause de cette variété de sensibilité. Les dauphins, par exemple, qui sont perturbés par les sonars, par exemple, c'est bien, hein, on n'a pas du tout pensé qu'effectivement leur système d'audition n'a rien à voir avec le nôtre, comme par exemple l'œil de la mouche, avec ses milliers de facettes, c'est pas du tout, elle ne perçoit pas le monde comme nous. Comment apprécier cette sensibilité? Là, j'avoue, j'ai pas vraiment de réponse là-dessus. Enfin, mais je pense que les spécialistes ou d'éthologie ou des sciences de la nature peuvent quand même apporter quelque chose. Et le problème aussi, je pense, c'est que les espèces elles sont multiples. Oui, tout à fait. C'était une des difficultés. Alors, l'utilitarisme, lui, il réglait le problème en disant c'est qu'une question de degré, on fait tous partie du même monde. Mais, là, vous avez tout à fait raison, Martin Nussbaum est très sensible en disant il y a quelque chose qui est le propre. Un individu a une existence propre d'une espèce. Et ça, on peut quand même comprendre ce qui est le propre d'une espèce, pour pouvoir favoriser, par exemple, pour les animaux en captivité, l'espace qui leur est nécessaire, enfin des choses comme ça. Voilà. C'était une des vraies difficultés, parce que si on dit on est tous pareils, c'est complètement idiot. Si on dit on n'a rien à voir les uns avec les autres, c'est complètement idiot aussi. Vous aurez avec plaisir entendu jusqu'encore beaucoup de temps et je vous remercie beaucoup de cette belle intervention avec les questions des élèves. Voilà.